Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Laurent et comme vous avez pu le voir, comme vous pouvez le voir sur les slides, il va y avoir un peu de franglais ce soir. Donc, je vais vous présenter en fait 5 astuces pour rendre vos web apps plus mobile friendly. Donc, pourquoi est-ce qu'on a envie de faire ça? Petite histoire. On va commencer à parler d'abord du métro parisien. Alors, combien de gens parmi vous utilisent leur téléphone dans le métro parisien le matin? Ok, ça en fait pas mal. Donc, hop. Donc d'après une étude, on a 49% des Français qui se servent de leur téléphone dans le métro le matin. Et parmi vous, combien d'entre vous ont des problèmes de réseau? Ok, ça en fait pas mal quand même, c'est plutôt relou. Et aujourd'hui, on a 2 tiers des stations de métro qui sont auxquelles en fait sur lesquelles il y a des bornes 3G et 4G qui sont fournies. Donc ils se préparent en fait pour les JO. Mais l'année dernière, on était déjà à 26%, donc c'est assez relou, mais c'est bien amélioré. Et en fait, j'ai pris cet exemple qui est dans la vie de tous les jours, mais ça arrive très souvent, par exemple, quand vous allez prendre l'avion, quand vous allez prendre le train, quand vous allez faire un week-end dans la Creuse, ben, vous avez un réseau qui est encore moins régulier et vous avez besoin en fait de pouvoir accéder à vos applications quand même. La conclusion du coup, c'est que vos applications, on a besoin d'applications qui tiennent compte de notre mobilité et justement du fait que notre réseau n'est pas toujours fiable. Et du coup, c'est quelque chose que les applications natives font très bien, le fait de pouvoir être utilisé en offline et le fait que justement le réseau est parfois inexistant, mais pas les applications web. Une autre stat, c'est qu'en 2019, on aura 63,4% du trafic internet mondial qui est prévu de passer par le mobile. Donc ça représente une sacrée masse. En moyenne, une personne passe environ 3 heures par jour sur son téléphone, dont 90% de son temps sur des applications natives, par opposition à des sites web mobiles. Et même pour aller jusqu'au bout, quand il y a une étude de Criteo qui montre que quand on interagit, les utilisateurs, quand ils sont sur des applications natives, ils regardent 4,2 fois plus de produits et ils achètent 3 fois plus quand ils sont sur une application native que sur des sites web. Donc la conclusion, c'est que les sites web, c'est que les applications natives ont une meilleure expérience et on peut les utiliser n'importe quand. Et en plus de ça, elles ont de plus gros impacts business. Donc c'est quand même ce qu'on veut aussi pour nos applications web. Donc des applications natives sont meilleures, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Du coup, j'ai mené ma petite enquête et du coup j'ai la solution pour vous. D'abord, on va se poser la question de qu'est-ce qui fait que les applications natives sont meilleures que les applications web. Pourquoi est-ce que les gens préfèrent les applications natives? Pour 3 raisons. Parce qu'elles sont engageantes. Il y a plein de choses en fait qui nous tirent à revenir sur les applications natives, comme le fait que ce soit installé sur notre téléphone, le fait que on ait des push notifications. Tout ça en fait, ça fait de la rétention et ça nous ramène sur l'application. Elles sont rapides. Il n'y a pas besoin de charger en fait tous les assets. Donc du coup, on lance l'application et alors qu'une application web, elle a besoin de récupérer d'abord tout le HTML, le CSS, le JS, puis après de rendre tout ça et de refaire les calls API derrière. Donc tout ça, en fait, c'est du temps en plus par rapport aux applications natives. Et dernièrement, le fait qu'elles soient fiables. Donc fiables notamment sur 2 points, le fait qu'on puisse les utiliser quand il n'y a pas de réseau, et le fait que les actions qui vont être effectuées alors qu'il n'y a pas de réseau, par exemple le fait que je rajoute une tâche dans ma to-do list, le fait que je crée un nouvel event dans mon calendar, tout ça, même si j'ai pas de réseau et que je rééteins mon téléphone et que je le remets dans la poche, je suis confiant sur le fait que une fois que mon téléphone aura retrouvé du réseau, il va envoyer tout ça. Donc c'est ce défi en fait qu'a relevé les Google avec les PWA. C'est pouvoir faire en sorte que les web apps connaissent le même succès et puissent remplacer les applications natives. Donc grâce à ces caractéristiques-là. Donc aujourd'hui, on va parler de ces features qui vont donner des super pouvoirs à nos web apps et pouvoir nous donner envie de les utiliser tout le temps, réseau ou pas réseau. Première feature, le Home Screen App. Donc qu'est-ce que c'est? C'est le fait de tout simplement pouvoir ajouter mon application web au home screen de mon téléphone. Donc pouvoir le voir tous les jours et à chaque fois que j'allume mon téléphone.
Donc l'impact business, donc, je suis allé sur un site web qui s'appelle PWA Stats et qui recense tout ce que les PWA a apporté pour les boîtes qui les ont implémentées. Et Alibaba, qui est le Amazon chinois, ils ont multiplié par 4 en fait les utilisateurs. Les utilisateurs reviennent 4 fois plus souvent qu'avant, depuis qu'ils ont mis en place le Home Screen App. Pardon. Et Trivago, eux, l'application de comparaison de voyage, ils ont augmenté leur engagement de 150%. Donc l'engagement, c'est le fait que l'utilisateur reste plus longtemps à interagir avec l'application. Les prérequis. Les prérequis pour avoir une Home Screen App, c'est qu'on ait visité au moins le domaine pendant 30 secondes, plus quelques autres critères qui sont spécifiques au browser sur lequel vous êtes. Et 2 autres points particuliers au Progressive Web App, c'est le Web App Manifest et les services workers. Les use cases de ça, c'est par exemple si vous voulez utiliser une app en entier, par exemple toutes les apps que vous avez sur vos téléphones, on voudrait pouvoir les cacher. Donc toutes les applications natives, on veut que le web app puisse faire la même chose et être utilisé en local. Et par exemple, plus simplement, si jamais on a envie d'enregistrer qu'une partie de l'application, si je viens de faire ma réservation pour mon hôtel ou alors pour un billet de train ou bien un billet d'avion, j'ai envie de pouvoir sauvegarder ça sur mon téléphone. Donc au lieu de télécharger un PDF, ça pourrait être installer une petite PWA. Donc je vais vous parler du Web App Manifest. Vous décrire ce que c'est. Donc en fait, le Web App Manifest, c'est un fichier JSON qui va être téléchargé une fois que le HTML sera lu et qui va décrire en fait comment l'application va se comporter une fois qu'elle sera installée. Donc il y a d'abord il y a tout un tas de champs qui sont décrits, par exemple short name et name, c'est les 2 noms qui vont être utilisés pour votre application dans les différents cas, le launcher, quand elle sera installée sur le home screen, quand vous l'aurez ouverte sur les différentes tâches. Les icônes, c'est les icônes qui vont être utilisées, par exemple, pareil sur le launcher ou alors quand vous aurez le splash screen. Donc, quand vous ouvrez l'application et que vous avez l'icône qui se trouve au milieu, c'est le logo de 512 qui sera utilisé. Le start URL, c'est l'URL de départ. Donc, quand vous ouvrez votre application, ce sera l'URL sur lequel vous serez redirigé. Et background color, c'est la couleur du splash screen. Le display standalone, c'est la façon dont l'application va être rendue dans votre browser. Donc, est-ce que vous aurez encore la barre de Chrome ou pas, ou est-ce que ce sera vraiment un feeling d'application native. Et le scope, c'est quelles sont les parties de l'application qui sont installées avec qui sont installées sur votre téléphone. Un point sur les applications générées avec Create React App. Il y a directement un manifeste JSON qui est généré par défaut et qui est placé dans le dossier public. Le deuxième point dont on avait besoin, c'était pour installer sur le home screen, c'était le service worker. Donc le service worker, lui, c'est un worker JS qui va travailler pas sur le même thread que l'application, mais sur un thread séparé. Et il va travailler en background. C'est lui en fait qui donne toute la capacité de offline au Progressive Web App. Donc ce qui est intéressant, c'est que même si l'application est fermée, lui, il va continuer de travailler pour faire toutes les tâches dont il a besoin. Et il va travailler en fait comme un proxy entre l'application, le cache et le network. Donc lui, il va être capable d'intercepter toutes les requêtes que fait l'application au network et dire par exemple, va taper dans le cache plutôt, ça va aller plus vite. Ou alors, s'il ne le trouve pas dans le cache, aller dire, va chercher sur le network. Et c'est en fait cette feature-là qui va donner toute la capacité d'utiliser au PWA, la capacité d'utiliser des features comme le push notification ou alors le background sync dont je vais parler tout à l'heure. Donc, il est supporté par tous les browsers récents, mais toutes les features des service workers en fait ne sont pas disponibles sur tous les browsers. Donc, on en reparlera tout à l'heure, mais du coup, le service worker existe, mais toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles. Il est servi que dans le cas où on est en localhost ou alors si on est en HTTPS. Et par défaut, Create React App ajoute, une fois qu'on build l'application, il ajoute par défaut, mais on doit le register, il n'est pas register par défaut. Donc du coup, il faut ce qu'ils appellent opt-in. Alors, je vais juste vous donner un exemple
registration d'enregistrement du service worker pour vous montrer à quel point c'est simple. En gros, je vais dans mon application JS et en 10 lignes, là, en 5 lignes, j'ai rajouté un service worker. Donc, ce que je fais, c'est que je vérifie dans mon navigateur, est-ce que il y a la fonctionnalité, l'API service worker qui marche. Si oui, alors l'autre de mon application, je vais enregistrer le fichier qui s'appelle swjs dans le service worker de mon navigateur. Et lui, il va me retourner un objet registration qui va en fait contenir toutes les propriétés de mon service worker. Et si ça fail, ben, on a la callback qui est juste en dessous, qui log l'erreur. Donc, pour revenir au add to home screen, le comportement par défaut, c'est une fois qu'on a rempli tous les critères qu'on a lus précédemment, il y a un event before install prompt qui va être envoyé. Et le comportement par défaut de Android, c'est d'afficher un prompt comme ça et de proposer d'enregistrer sur le home screen. Donc là, vous cliquez sur Add et vous ajoutez votre application sur votre téléphone. Il y a une possibilité aussi de catcher cet event et de le storer et d'en faire quelque chose d'autre après. Par exemple, l'exemple de Flipkart, qui est le Amazon en Inde, c'est que pendant tout le funnel de conversion, c'est-à-dire l'utilisateur est en train d'acheter son produit, ils vont bloquer justement cet event-là pour éviter que pendant que son funnel, on lui propose « Ah bah tiens, tenez, est-ce que ça ne te dirait pas d'installer l'application maintenant que tu es en train d'acheter ?» Mais il le bloque et une fois que il a fini d'acheter son produit, là, il lui propose de l'installer. Donc en fait, ça évite de polluer justement tout ce parcours-là et l'utilisateur, lui, il va accepter une fois que ça sera bien passé. La deuxième feature, c'est les push notifications. Donc les push notifications, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de pouvoir envoyer des messages ou alors des notifications sur le téléphone, même si l'application ne tourne pas. Si je ne suis pas en train d'utiliser mon application ou si je ne suis pas en train d'utiliser mon téléphone. Pardon. Le use case, c'est par exemple tous les résultats de sport, de match, une promotion, un rappel d'event. Ça peut être tout ce que vous voulez. Et pour l'impact business, OLX, qui est un équivalent de Leboncoin en Chine, eux, depuis qu'ils ont installé les push notifications, ils ont eu plus de 50% de réengagement. Et Extra Electronics, qui est une sorte de Darty en Arabie Saoudite, eux, ils ont multiplié par 4 aussi leur réengagement. Donc ça a l'air super intéressant, mais comment est-ce qu'on peut installer ça? Moi, ma recommandation, c'est d'utiliser des SaaS qui ont tout ça intégré. Parce que à gérer nous-mêmes, en fait, c'est vraiment l'enfer et ça vaut vraiment pas le coup. Donc, les SaaS qui existent, c'est Pusher, OneSignal et Firebase Cloud Messaging. Les limitations qu'il y a à cette feature, c'est que pour le moment, les seuls browsers qui le supportent, c'est ce que je dis tout à l'heure, c'est une API du Service Worker. Et les seuls browsers qui supportent cette API, aujourd'hui, c'est Chrome sous Android. Donc, si vous installez votre PWA sur Chrome sous Android, vous allez pouvoir avoir des push notifications et Edge. Mais ni Chrome Desktop, ni Safari aujourd'hui. Le système de push, comment ça marche? Lorsque vous allez souscrire à votre SaaS, ça va être le push service. Là. Donc, votre serveur, il va envoyer une requête post au push service qui va lui envoyer un message à votre téléphone. Et votre téléphone, il va réveiller le petit service worker qui correspond. Et le service worker, lui, il va choisir je display une notification ou autre. Une autre feature, c'est le real-time. Donc, le real-time, c'est le fait que je n'ai pas besoin de recharger mon application pour récupérer justement toutes les données. Tant que je suis sur mon application, je récupère toutes les données qu'il faut et je peux les utiliser. Donc, ça ne s'applique pas forcément à tous les use cases, mais ça s'applique dans le cas des applications typiques de messagerie, de réseaux sociaux, de navigation, de bourse, enfin là où j'ai besoin d'avoir des données fraîches sans avoir à recharger à la main. Donc pour ça, les solutions, c'est ça fait pas partie des bonnes pratiques des PWA, mais en fait, ça joue beaucoup en fait sur l'expérience utilisateur, le fait de ne pas avoir à recharger à chaque fois. Et donc du coup, pour les implémenter, il y a plusieurs librairies et SaaS qui nous donnent accès à ça. Donc Firebase, c'est encore une fois Firebase, mais une feature différente, qui est cette fois la base de données en temps réel. Lui, à chaque fois qu'il va recevoir une nouvelle donnée, il va m'envoyer un event avec justement ces nouvelles données-là. Sinon, on peut aussi implémenter nous-mêmes ces WebSockets grâce à deux librairies qui sont par exemple Socket.io et Sock.js. Donc là, je vous ai mis un petit exemple de comment est-ce qu'on peut l'implémenter dans un
une application React simple et un back express simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est récupérer du coup les packages Socket.io et Socket.io Client, côté back et côté front, et grâce à deux API qui sont Socket On et IO Emit, on peut justement envoyer faire communiquer notre front-end et back-end grâce à des WebSockets. Quatrième feature qui est intéressante, c'est le caching des assets et des call API. Donc le caching, c'est le fait de tout faire pour jouer avec le cache, pour justement éviter, pour faire en sorte que toutes les interactions soient rapides, quel que soit l'état du réseau. Donc, pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est que ce qui donnait la puissance des applications natives, c'est le fait qu'ils arrivaient à être utilisées en offline et elles étaient très rapides à être affichées. Donc du coup, ça les rendait à la fois rapides et fiables, et c'est ça qui nous donnait envie de les utiliser. Donc là, en fait, on veut reproduire ça grâce au cache des service workers, mais grâce au cache en fait, du navigateur, et justement réduire le temps de chargement de l'application. Donc, par exemple, l'impact business que Twitter a eu, c'est maintenant, grâce à ça, toutes les pages se chargent en moins de 3 secondes, quel que soit l'état du réseau. Ils ont réduit leur bounce rate. Le bounce rate, c'est en fait le nombre de personnes qui ont quitté l'application sans avoir interagi avec. En général, ça arrive quand votre application est trop lente à charger. Vous arrivez dessus, ça vous saoule d'attendre 3 secondes pour pouvoir voir la page. Du coup, vous partez. Ils ont augmenté de 65% le nombre de pages visitées par session. Les petits warnings sur le caching, c'est il faut l'utiliser avec parcimonie. Donc le cache, il n'est pas infini sur votre téléphone. Donc du coup, si vous en utilisez trop, le navigateur, il va finir par dire là, j'ai plus d'espace sur mon téléphone. Il va commencer à virer tous les caches un par un, origine par origine. Donc vous n'avez pas envie de faire partie de ça, et vous n'avez pas envie d'être celui qui déclenche en fait cet event. Le deuxième warning aussi, c'est se poser la question de quelle stratégie de caching adopter. Donc, d'abord, le caching des assets statiques. Pardon. Donc là, c'est un exemple de caching qui est fait par le service worker. Donc, quand le service worker il est installé, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer tous les assets dont j'ai besoin pour que mon application elle marche en local. Donc là, tous ces fichiers-là, ça va être toujours les mêmes. Donc mon fichier, mon HTML, mon CSS, mon JS, tout ça, j'en ai besoin. Et je vais le storer dans le cache. Donc ce que je dis, c'est quand tu installes, tu attends que tout ça, ça se soit fait, donc avec le wait until. Et le cache add all, il va faire toutes les requêtes pour récupérer ces fichiers. Il va les mettre dans le cache. Et si jamais il n'arrive pas à tous les récupérer, dans ce cas-là, il va dire j'ai pas réussi à m'installer. Donc ça, il faut que vous fassiez attention à ne pas récupérer des fichiers trop gros, parce que si ça fail, vous n'arriverez pas à installer votre application. Maintenant, je vais vous parler des stratégies de caching, comme le deuxième warning dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, il y a 5, je vais vous parler de 5, vite fait, de 5 stratégies de cache rapidement. Donc, les deux basiques, c'est cache only, network only. C'est-à-dire que quand il y a un call API, je vais servir que du cache ou alors que du network. Donc là, c'est un peu les stratégies bateau, mais ça peut être, par exemple, adapté pour certaines requêtes. Par exemple, le network only, c'est ce qu'on veut faire quand on veut faire un post. On ne veut jamais faire ça pour... on veut toujours envoyer ça au network. Une autre stratégie, c'est le network falling back to cache. Donc, ce que ça veut dire, c'est que mon application, quand je vais faire un fetch, le service worker, lui, ce qu'il va faire, c'est essayer de faire le call au network. S'il n'arrive pas à le faire, dans ce cas-là, il va se rabattre sur le cache et servir le cache à l'application. C'est intéressant pour essayer d'avoir des données fraîches. Par contre, en fait, le problème, c'est si jamais le network fail, c'est pas forcément instantané. Donc du coup, ça va être frustrant pour l'utilisateur de voir un loader pendant 3 secondes pour au final se retrouver avec des données qui sont vieilles de la dernière fois. Et il y a deux stratégies dont je vais parler un peu plus en détail, le cache falling back to network et le cache dead network. Donc d'abord, le cache falling back to network, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai mon application qui veut faire une requête. Ça va passer par le service worker. Le service worker, il va essayer d'appeler le cache. S'il le trouve, il le sert. S'il ne le trouve pas, il va se rabattre sur le network et après le renvoyer à l'application. Pour vous montrer en fait à quel point c'est simple de mettre ça en place, je vais vous montrer justement le code que ça représente.
Donc, dans votre service worker, ce que vous faites, c'est que vous écoutez l'événement fetch. Et une fois quand ça arrive, vous ouvrez le cache de votre application et vous regardez est-ce qu'il y a un match par rapport à la requête qui est faite. Si vous trouvez quelque chose, alors vous retournez cette réponse, vous retournez ce cache. Et si il ne le trouve pas, dans ce cas-là, il fait un appel réseau pour le récupérer. Et là, il y a un petit trick qui est justement, il clone la réponse et il le met dans le cache en même temps. Donc il en profite pour le mettre dans le cache et en même temps servir la réponse. Le petit clone est nécessaire en fait ici parce que si jamais vous avez un stream, vous voulez qu'il soit lu en fait des deux côtés à la fois. Donc pour le retourner à l'application et le mettre dans le cache. Le cache hidden network, c'est la meilleure stratégie en fait si vous voulez des données hyper fraîches. C'est dans le cas précédent, on servait le cache si jamais il était disponible. Là, on va faire l'appel réseau dans tous les cas. Donc, en première étape, on fait l'appel à la fois au cache et au service worker. Pendant que l'appel au réseau il est fait, le cache il va être servi s'il est trouvé. Et une fois que l'appel au réseau il est résolu, on va le mettre en cache et on va le mettre à jour l'application. Donc pareil, je vais vous montrer un bout de code pour justement vous montrer ce que ça représente. Donc côté service worker à droite, on écoute l'événement fetch et si jamais on le trouve dans le cache, alors si on fait la requête de réseau dans tous les cas. Et une fois qu'on récupère la requête réseau, on le met à la fois dans le cache et on le met dans la réponse. Et côté applicatif, là, on a un petit une donnée de statut ici. On lance le spinner et on fait l'appel réseau. Donc network update, on fait l'appel qui est catché par le service worker. Et si jamais on le trouve, alors on retourne le JSON. Sinon, une fois qu'on le récupère, on met à jour la page. Et en attendant, le cache, lui, il va chercher dans le cache est-ce qu'il y a un match ou pas. S'il n'y a pas de réponse, du coup, il renvoie qu'il n'y a pas de données. Sinon, il retourne le cache. Et si jamais il trouve de la donnée, dans ce cas-là, il regarde si la page a déjà été mise à jour avec le network update. Si ce n'est pas le cas, il ne le met pas à jour. Et si il n'a pas encore été mis à jour, dans ce cas, il le met à jour. Et si il n'a pas encore été résolu par le desktop, il le met à jour avec la donnée du cache. Non, mais on a envie quand même de... Enfin, j'ai jamais fait la mesure, mais faut quand même faire la bonne pratique, ce serait quand même de checker et d'éviter ce cas-là, quoi. Ensuite, la dernière feature, c'est le background sync. Donc le background sync, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de... si jamais je suis en train de... Ce qui nous arrive souvent, c'est de sortir notre téléphone, de faire une petite action, genre rajouter quelque chose à ma to-do list ou alors envoyer un message ou un truc comme ça. Et ça peut arriver qu'en fait, à ce moment-là, j'ai pas de réseau. Et donc du coup, moi, mon téléphone, quand je l'utilise, j'ai confiance en le fait que si je fais ça et que je le remets dans ma poche, il va se débrouiller une fois qu'il aura du réseau pour faire les appels, faire tous les posts dont il a besoin. Ça, on veut la même chose sur nos applications web. Et du coup, on va vouloir l'implémenter dans nos web apps. Donc du coup, de quoi on a besoin pour ça? On a besoin d'un service worker. On n'a pas besoin d'autorisation. Et pour le moment, c'est seulement supporté par Chrome. Les use cases, c'est par exemple toute la soumission de formulaires offline. Par exemple, justement, toutes les créations de to-do list ou de calendrier. Et effectuer des actions après la fermeture de l'app. Donc un exemple de sync. Là, on enregistre notre service worker. Côté applicatif, on enregistre le service worker et ensuite, on lui dit au moment où on veut créer un événement, au lieu de faire un fetch, ce qu'on fait, c'est qu'on dit au service worker, enregistre-moi ce nouvel event qui s'appelle MyFirstSync. Et quand il va le recevoir, le service worker, il va écouter l'événement sync. S'il trouve le tag MyFirstSync, alors il va déclencher tout ce qu'il veut. Donc en général, ça va être justement les appels réseau. Et ces appels réseau, il va essayer de les faire tant que il va essayer de les faire. Et tant qu'en fait il fail, il va recommencer jusqu'à ce que ce soit résolu. Donc un point d'attention là-dessus, c'est que si jamais vous faites plusieurs syncs, genre si j'en fais 5 ici, et que en attendant j'ai qu'un seul, j'ai pas de réseau,
une fois que mon réseau sera revenu, il y en aura un seul qui sera exécuté. Donc voilà, donc, c'était les 5 tips pour rendre justement nos web apps engageantes, rapides et fiables. Donc, donc, on avait pour objectif en fait, de rendre nos web apps beaucoup plus performantes grâce sur ces 3 points. Et du coup, on a découvert 5 nouvelles features qui nous permettent en fait, de transformer nos web apps en réelle application native. Donc le but de ce talk, c'était pas de vous montrer de manière exhaustive toutes les features des Progressive Web Apps, ni de vous montrer justement toutes les manières d'implémenter chacune de ces features, mais plutôt de vous donner envie de les implémenter la prochaine fois que vous ferez votre projet. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Ça dépend des navigateurs si je ne me trompe pas, mais je crois que ça peut être au maximum 50% du storage de ton téléphone. Donc en général, tu as plutôt de la marge, quoi. Mais faudrait aller voir. J'ai mis dans les sources en fait un lien pour aller vérifier ça. Pardon ? Pour enregistrer un service worker ? Non, il y en a pas besoin. En général, c'est fait directement quand vous lancez votre application, vous faites Register Service Worker et il n'y a pas besoin de prompt l'utilisateur ni rien. Ok, merci beaucoup.